Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus. C'est un webinaire un peu particulier. Nous l'avions prévu depuis longtemps à propos pour le 8 mars, consacré à la Journée internationale des femmes et avec cette idée de l'espoir au féminin. Ça, c'est une idée qui nous tient vraiment à cœur. Euh, la guerre a commencé il y a 8 jours. Nous avons décidé de maintenir le webinaire, de maintenir notre thème, parce que nous ne sommes pas une chaîne info et que notre rôle, ce n'est pas de commenter l'actualité, mais bien évidemment, la situation présente sera présente, puisque trois d'entre elles, puisque à part Mathieu Thoman qui est à la réalisation et moi-même, il n'y aura que des femmes, et c'est plutôt bien pour une journée internationale des femmes. Trois d'entre elles sont en Israël, et donc il risque d'y avoir du mouvement avec des alertes, avec l'une ou l'autre des participantes qui devra s'absenter quelques minutes pour aller à l'abri. Mais nous allons maintenir notre thème sur l'espoir au féminin plus que jamais. Avant de commencer, je voudrais juste dire un mot personnel qui me concerne et qui concerne aussi Mathieu. C'est que nous avons décidé de dédier ce webinaire à ma belle-fille, Léa, qui est aussi la belle-sœur de Mathieu, qui était l'épouse de mon deuxième fils, Hugo. Et Léa est décédée il y a 15 jours. Léa n'était pas engagée par rapport au Proche-Orient, mais elle menait un autre combat extrêmement dur depuis 7 ans contre la maladie de Charcot. Et Léa a mené un combat extrêmement fort. Elle a écrit un livre. Elle a monté une association de femmes, de jeunes femmes, pour sensibiliser, pour récolter des fonds, pour faire avancer la recherche, pour faire connaître cette maladie qui traditionnellement touche des hommes d'un certain âge et qui là, maintenant, depuis quelques années, touche des jeunes femmes. Et voilà, a perdu son combat, mais elle savait les derniers temps que ce combat était utile pour les générations futures et pour que dans 10 ou 15 ans, des jeunes femmes, des jeunes hommes et la plupart des malades aient un espoir de ne pas mourir de cette terrible maladie. Voilà. Donc maintenant que j'ai dit ça, nous allons passer au webinaire et je vais présenter celle qui va animer ce webinaire, qui est Anna Zielinska. Bonjour Anna, très content de te recevoir ici pour la première fois sur Shalom Salam, mais tu as regardé, tu es une habituée des webinaires de Shalom Salam, et cette fois-ci, c'est toi qui va l'animer. Tu es une philosophe, tu connais très bien le judaïsme, Israël, et tu vas maintenant en dire plus sur toi. Alors à la télé, on dit Anna, qui êtes-vous? Dites-nous en 2 mots, résumez-nous votre vie, votre œuvre. Cher Michel, merci infiniment pour ta confiance, et pour cette invitation. Effectivement, c'est un immense plaisir pour moi d'animer cette soirée. En ce qui me concerne, ce sont des choses infiniment plus ennuyeuses que les choses qui concernent les autres invités, évidemment. Je suis né en Pologne, je suis philosophe, effectivement, j'enseigne la philosophie morale, politique et juridique à l'université de Lorraine à Nancy. Euh, L'événement probablement le plus important de ces 10 dernières années dans ma vie, c'était de passer un an à Beersheba, à l'université Ben Gurion. Et c'était lors de ce séjour d'1 an que j'ai compris qu'Israël n'était pas seulement ce pays imaginaire que je connaissais très bien, puisque les côtés imaginaires, je les connaissais très bien, puisque voilà, je me suis beaucoup intéressé évidemment à l'histoire des Juifs de Pologne, à leur histoire tragique qu'ils ont. euh, qu'ils ont partagé avec les Polonais, mais dont la tragédie est infiniment plus grande, étant donné l'aspect génocidaire de la Shoah. Et donc, ces pays imaginaires que je connaissais de loin, je les rencontrais en vrai en 2015-2016 pour en découvrir toute la complexité qui est belle, mais qui est aussi douloureuse. Donc depuis 2015, je découvre ces côtés complexes, hein, ces côtés qui ne fait pas de moi quelqu'un dont l'attachement est perdu. Au contraire, je me sens extrêmement attachée à Israël tout le temps, mais cet attachement comporte
obligations, disons, morales et politiques. J'ai l'impression qu'en connaissant ces pays assez bien, me semble-t-il, j'ai des obligations à son égard et à l'égard de la réflexion sur la philosophie politique en général ou sur la pratique politique en général. Je suis né dans un pays des solidarités, des solidarność. Donc, ce qui se passe dans la société civile est pour moi effectivement absolument essentiel, hein. Donc, je crois dans le pouvoir de la société civile et tout ce que les femmes que vous allez entendre aujourd'hui représentent, c'est justement ce côté extraordinaire et de la société civile qui est capable de changer l'histoire. Et elles sont en train de changer l'histoire, chacune à leur façon. Et je voudrais justement les entendre en détail expliquer à la fois ce qu'elles représentent, puisqu'elles sont extrêmement différentes. C'est ça qui fait que cette soirée est vraiment essentielle. Cette rencontre ne s'est fait jamais quasiment, hein. Donc vraiment, bravo, cher Michel, pour cette initiative et pour ta capacité de réunir des gens qui ne se voient pas souvent ensemble. Donc j'aimerais bien effectivement entendre ce qui s'est passé très récemment dans vos vies, chers amis, maintenant, puisque nous travaillons depuis quelques semaines ensemble sur ces webinaires. Effectivement, donc je vous ai dit que moi, je suis arrivée en Israël en 2014, 2015, et c'était donc le lendemain de cette guerre à Gaza, la guerre de 2014. Et c'est cette guerre qui a changé la vie de chacune d'entre vous. Et j'aimerais bien savoir c'est pourquoi cette guerre et non pas un autre événement a constitué ces changements majeurs. Ces changements majeurs qui, par exemple, pour l'une d'entre vous qui va commencer, Marilyn Smadja, pour vous, Marilyn Smadja, ces moments 2014, donc la fin de l'année 2014, c'était le moment où vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose. Il faut donc vous engager, t'engager maintenant, on se tutoie après toutes les conversations formidables que nous avons eues. Donc, pardonnez cette cher public, cette familiarité, mais vous allez voir, vous allez vouloir tutoyer toutes ces femmes formidables. Donc, chère Marilyn Smadja, tu as cofondé ces mouvements extraordinaires, donc Women Wage Peace, les femmes font la paix. Un mouvement extraordinaire parce que d'une part, c'est un mouvement euh, qui inclut donc évidemment majoritairement les femmes, mais pas que les femmes. Il est extraordinaire aussi, puisqu'il n'est pas issu de la gauche, hein. La plupart des mouvements pour la paix en Israël étaient associés à la gauche. Les mouvements que tu représentes, il vient de droite, du centre, des gauches aussi. Il est vraiment inclusif. Donc, dans le paysage militant et intellectuel d'Israël, il constitue quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, chère Marilyn, tu es professeure et chercheuse en sciences de l'éducation. Et j'aimerais vraiment t'entendre sur ce point. Dis-nous ce qui s'est passé en 2014 et comment tu as développé tout ce que tu as développé jusqu'à aujourd'hui. Je vais Bon, juste m'initier une seconde vas-y, pour dire la Michel. règle du jeu. Vous pouvez poser des questions euh, par écrit, hein, en utilisant la touche Q&R ou Q&A, Questions and Answers en anglais, ou Q&R, questions et réponses en français. Et Anne-Mère, qui est là et qui est à Tel Aviv, les transmettra dans la deuxième heure de l'émission. Voilà. Alors déjà, shalom à tout le monde, salam à toutes et à tous. C'est quand même la journée internationale de la femme. Donc déjà, je souhaite à toutes les femmes eh bien, qu'on arrive à avoir nos droits d'égalité, c'est la première chose. Et aussi pour toutes celles et ceux qui sont en Israël actuellement et dans les pays touchés par les mollahs de l'Iran. J'espère que tout le monde qui nous entend est en pleine sécurité. Moi, là, je suis dans la chambre forte, ce qu'on appelle en Israël le mamad. Donc, je n'aurai pas à courir, mais comme je suis dans une région très, très touchée, s'il y a trop de bombardements sur ma tête, eh bien, je devrais quand même faire une petite pause parce que j'ai pas envie que vous participiez à ce feu d'artifice auquel je participe depuis 9 jours. Voilà, donc un petit peu pour vous épargner, pour ceux qui sont pas là. Alors, je vais répondre à ta question, Anna. Moi, j'aime bien ce tutoiement, justement. Je pense qu'on s'est assez rapprochés toutes.
moi, je ne viens pas du camp de la paix, même si, euh, même si je pense, j'ai toujours pensé qu'il fallait autant que possible avoir des accords politiques. Mais quand il faut une guerre et qu'une guerre elle est nécessaire, je suis pour la guerre. Donc, mon fils avait été à Gaza. Et je ne vais pas donner plus de détails que ça, évidemment. Et en 2014, ça n'a pas commencé pour moi avec bordure protectrice, vraiment l'élément déclencheur. C'était exactement le 13 juin 2014, avec l'enlèvement des trois adolescents par le Hamas. On ne connaissait pas leur sort pendant 3 semaines, mais il faut comprendre que pendant ces 3 semaines, il s'est passé quelque chose de très fort en Israël. Les trois mères, donc de Naphtali, de Gilad et de Eyal, quand on ne savait vraiment pas ce qui se passait, elles étaient trois femmes que les gens voyaient comme des femmes religieuses, d'accord? Mais en réalité, elles étaient très différentes. Elles viennent de milieux religieux très différents. Seulement ceux qui ne connaissent pas le milieu religieux ne peuvent pas faire de distinction par rapport à ça. Et elles ont eu la force de se réunir tout de suite, les trois, et de rassembler tout le pays. Tout le pays était pour ce qu'on appelait à cette époque l'opération faire revenir les frères, Shuvu Achim, d'accord? Ça s'appelait comme ça. Et elles ont réuni en l'espace de quelques jours seulement 100 000 personnes sur la place de Rabin. Donc sur cette place-là, il y avait des laïcs et des religieux, des gens de droite, du centre et de gauche. Évidemment, j'y étais. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. D'abord, j'avais été très perturbée par cet enlèvement. Et j'avais contacté le lendemain, très tôt, à 7 heures du matin, un de mes amis, Patrick Maisonnave, qui était à cette époque-là ambassadeur de France en Israël. Et d'abord, la première chose que je lui ai posée après l'histoire de Gilad Shalit, c'est est-ce que tu sais s'il y a un des trois qui est français, qui a aussi une nationalité française, pour qu'il puisse agir? Puis on a commencé à parler et je lui ai dit, écoute Patrick, je pense qu'il faut trouver rapidement des solutions parce que j'ai l'impression qu'on va vers une escalade. Évidemment, je ne pensais pas que ça allait être 50 jours de guerre, je n'ai pas prévu ça, mais je sentais que vraiment le climat pourrait virer très difficilement, très facilement. Et c'est lui le premier qui m'a parlé de la 1325, de la résolution de l'ONU 1325. Je vais juste en dire un mot, puisque après on va plus largement en débattre au cours de cette soirée. Qu'est-ce que dit la 1325? Elle dit qu'en fait les femmes doivent être impliquées de manière paritaire dans les résolutions des conflits et des guerres. Et pourquoi? La première raison, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances quand les femmes sont impliquées dans les négociations et les solutions de pouvoir atteindre une solution. Donc, à mon avis, il faut être ou fou ou extrémiste pour ne pas faire entrer les femmes dans toute la résolution. Or, il y a 100 pays qui ont ratifié cette solution, dont Israël et la France, mais très peu l'appliquent et encore moins pour la résolution des guerres. Et c'est de là qu'a commencé l'idée pour moi de me dire qu'il faudrait réunir des femmes. J'en ai parlé à l'université de Tel Aviv. Elles m'ont mise en contact avec deux avocates, Irit Tamir, qui était une activiste de gauche. Toute sa vie, elle avait été pour la paix et fonctionné pour ça. Je connaissais évidemment pas les deux femmes, hein. Et Michal Barak, qui était la fille du juge très célèbre Aaron Barak. À partir de ce moment-là, quand je les ai rencontrés, deux activistes de gauche, moi je venais de droite, et en plus d'une famille même très à droite, je leur ai dit que je voulais faire quelque chose avec elles, donc créer un mouvement. Elles m'ont dit, nous on a pensé à un mouvement de femmes, mais elles pensaient à un mouvement de femmes de gauche, Shalom Arshav féminin, donc c'est-à-dire la paix maintenant féminin. Et là je leur ai dit, oh là 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 là, c'est une grave erreur. Il y a 100 mouvements en Israël pour la paix et il n'y a pas la paix. Donc pourquoi diviser en plus un mouvement homme-femme, de le rendre que femme? Si déjà on fait un mouvement de femmes, il doit apporter quelque chose de
complètement différent. Elles m'ont demandé, c'est quoi pour toi complètement différent? Eh ben, c'est de faire entrer des femmes de droite comme moi. Et je sais que dans ce web binaire, il y a des femmes de droite qui sont maintenant et qui m'écoutent et qui ont été au début de Nashimo Shalom ou Women Watch Peace comme moi. Je vais juste terminer par un mot. Elles m'ont regardée comme une extraterrestre. Elles n'étaient pas les seules d'ailleurs. Elles m'ont dit, c'est pas possible, les femmes de droite ne veulent pas la paix et tout. Et je leur ai dit, c'est à partir de maintenant qu'il faut changer les paradigmes. La paix n'est pas le privilège de la gauche, la sécurité n'est pas le privilège de la droite. 70% des Israéliens, de manière continue depuis l'assassinat de Rabin, veulent des accords politiques. Donc il faut et la droite et le centre et la gauche pour ratifier des accords de paix, des accords politiques. On ne parlait pas de paix. La paix, c'est vraiment pas maintenant. On parlait que des accords politiques. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Begin et on l'a vu avec d'autres leaders de droite israéliens. C'est eux qui ont amené des accords de paix et des accords politiques. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement Women Watch Peace. Merci, merci infiniment pour cette introduction vraiment parfaite. Cher Yam, Tanous, c'est à toi. C'est à toi de nous dire ce qui t'a amené vers ces mouvements. Et puisque toi, tu as rejoint le Women White Peace en 2016. Qu'est-ce qui t'a Ouais. amené vers ces mouvements, toi qui depuis des années, hein, à ces stades, effectivement, tu étais activiste et tu as occupé tout un ensemble des postes de conseils, effectivement, dans l'éducation. Tu formais des conseillers juifs et arabes à divers aspects de la psychologie et de la thérapie pour qu'ils puissent aider dans des écoles. Donc, ton activisme pour la paix, il précède, hein, évidemment, 2014 et 2016. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Bonsoir, je suis très émue d'être avec vous cette nuit. Je suis Yam Tannous et j'habite à Haïfa. Haïfa, on l'appelle la perle de la Méditerranée parce que chez nous, une diversité. Il y a beaucoup de gens, des musulmans, des juifs, des baha'is qui vivent ensemble. Et c'est-à-dire nous, Haïfa, c'est-à-dire Haïfa et nos relations à Haïfa sont généralement caractérisées par la confiance et le dialogue et une harmonie mutuelle existe entre le peuple. Je m'identifie comme une Israélienne palestinienne et je ne souhaite à personne d'être à ma place. Et pourquoi? Ces deux identités vivent dans mon cœur et parfois elles s'y déchirent. Je suis née entre deux histoires, deux peuples, deux douleurs qui ne se parlent presque jamais. Dans ma maison, il y a la langue de ma famille, les souvenirs de mes grands-parents, la mémoire de mon peuple. Dans la rue, dans l'école, dans la vie quotidienne, il y a l'état dans lequel je vis. J'ai grandi en écoutant des récits du même endroit, mais ces récits ne se rencontrent presque jamais. Ils se regardent avec peur, avec colère, avec méfiance. Et moi, j'étais au milieu des mots, au milieu des regards, au milieu des silences. Mais c'est aussi pour cela que je fais un choix. Je ne serai pas une frontière, je serai un pont, un médiateur, un pont fragile parfois, un pont fatigué parfois, mais un pont quand même. Parce que quelqu'un doit traduire les peurs, quelqu'un doit rappeler que derrière les drapeaux, il y a des êtres humains. Je ne peux plus rester spectatrice, je devais agir, être un pont entre mon peuple et mon État. Je connais les deux langues, les deux espoirs, les deux attitudes. C'est pour ça, quand je suis entrée en retraite, je voulais être en quelque place que je peux faire être un pont. C'est comme ça, j'ai joint Women with Peace en 1916 et maintenant je suis à le comité exécutif et après je vous dirai qu'est-ce que j'ai fait avec les partenariats palestiniens, mais pour moi Women with Peace était une place où parce que tous elles étaient des femmes. C'est un mouvement des femmes. Et la femme qui n'a jamais dit un mot, maintenant elle a un mouvement. Nous sommes à peu près 50 000 femmes
mais pas beaucoup, ils sont dans, c'est-à-dire ils travaillent, ils deux sont seulement ensemble, nous faisons que ce que nous faisons. Et je crois que ce mouvement-là m'a donné la place pour faire qu'est-ce que je veux, être un pont, être quelque chose entre mon peuple et mon État, parce que c'est très douloureux de vivre que- quand mon peuple est tout le temps en guerre avec mon État. C'est un sentiment très douloureux que j'ai fait à moi-même une promesse. Je voulais qu'un jour, mon peuple et mon État peuvent s'asseoir ensemble, parler ensemble et sentir qu'ils sont des êtres humains, mais pas des ennemis. Merci infiniment pour cela, c'est très touchant. La déchirure dont tu parles, c'est une déchirure qu'Eva Dalak connaît très bien. Eva, toi, tu n'habites pas au quotidien en Israël ni en Palestine. Tu as quitté les territoires donc à l'âge de 19 ans. C'était trop difficile, justement. Les choses dont Liam parle te paraissaient invivables. Donc, ta formation initiale, c'est le droit. Mais tu voulais t'engager davantage dans l'action politique de façon très originale, et tu vas en parler plus en détail tout à l'heure. Mais tu as une approche véritablement interdisciplinaire. Tu t'es formé aussi en psychologie, en sciences politiques. Donc tu couvres l'ensemble des aspects qui comptent dans cette situation difficile. Et c'est cette pluridisciplinarité qui fait que ton approche est vraiment extrêmement originale et j'espère qu'on aura le temps d'approfondir les détails. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui s'est passé à toi, pour toi en 2014 d'une part, mais aussi à d'autres moments de ta vie parce que je sais que tu avais plusieurs moments forts qui t'ont fait basculer. C'est à toi. Mhm. Merci Anna. Et oui, j'habite actuellement au Costa Rica, mais je suis originaire du Jaffa, justement. J'ai grandi là-bas et je suis aussi palestinienne, citoyenne d'Israël, comme Liam. Et j'ai reçu une bourse de la France, au fait de faire mes études à Strasbourg d'abord et puis à Paris, relations internationales, sciences politiques et administration internationale. Et le travail, j'ai commencé à travailler en 2000. 2000, en fait, pour moi, c'était un moment fondateur par rapport à ce conflit parce que je connaissais pas trop. J'ai grandi dans une blindness. J'en parle énormément dans mon livre Dancing in the Dark par rapport au fait que l'aveuglement dans lequel j'ai grandi par rapport à la situation politique m'a amené à vraiment ne pas reconnaître la réalité en face. Et en 2014, donc, tout un parcours de ma vie où j'ai traversé 22 ans de conflits, où j'ai travaillé avec les Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union européenne, et j'ai découvert la psychologie spirituelle. J'insiste, c'est pas uniquement la psychologie, c'est la psychologie spirituelle qui m'a confrontée à mes propres peurs et à mon identité fluctuante, je veux dire, et à savoir que le conflit n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et avec cette approche, en 2014, c'est un moment fondateur dans mon parcours parce que à ce moment-là, j'ai cofondé One Whole Peace avec Dalit Eliyahu, une amie qui a aussi fait, juive israélienne, qui a aussi fait les mêmes études que moi à l'Université de Santa Monica, donc psychologie spirituelle, et qui a amené cette technologie, on appelle ça une technologie en Israël, et qui l'enseigne en hébreu. Et on a décidé à ce moment-là qu'en fait, le corps de ce conflit qui est le trauma collectif. Donc, on parle de 2014. À l'époque, le trauma n'est pas very in. On en parle presque pas. On lance ce mouvement en disant que la paix sera là si on arrive à activer la paix à l'intérieur de nous. Donc, c'est la genèse de ma propre organisation Peace Activation à l'époque. Et que c'est urgent qu'on arrive à créer un espace différent dans le camp de la paix. Un espace où les émotions, les blessures, les projections, les mécanismes de défense, ce sont ceux-ci qui influencent les conflits collectifs. C'est ça qui ne nous permet pas vraiment de voir l'humain dans l'autre, qui nous sépare de l'autre. Et donc, ce travail commun entre, pour moi, une Palestinienne et Dalit, une Israélienne,
n'était pas seulement symbolique. À la limite, on n'a pas fondé ces mouvements en disant je suis palestinienne, tu es israélienne. C'était on est amis et on a envie d'intervenir dans ces conflits qui n'en cessent pas. Et c'était vraiment une expérimentation vivante de ce que ça signifie de rester en relation avec l'autre au cœur même d'un conflit qui est profondément enraciné. Et c'est très important de mentionner ça parce qu'avec tous les narratifs collectifs, les traumas individuels, collectifs, transgénérationnels, on se perd. On se perd et on se tient à une identité qui est narrow, qui est très restreinte, et on s'y tient et on s'oppose à l'humanité de l'autre. Et donc, dans ce laboratoire, un autre moment fondateur, bien sûr, on en parlera plus tard, ce fut octobre 23, où l'activation de la paix, mon mouvement a commencé. Mais ça, on en parlera plus tard. Merci. Merci, merci infiniment, vraiment très intéressant. Vous comprenez tous et toutes maintenant, dans chaque public, pourquoi j'ai été dès le départ aussi enthousiaste vis-à-vis de l'événement auquel vous assistez. Bien, mesdames, une question qui fâche, si vous voulez. Les mouvements pour la paix, normalement, visent la paix pour tout le monde. Ce sont des mouvements qui, on pense, devraient avoir un côté universel. Donc, on voudrait peut-être, je fais partie des gens qui voudraient vous poser la question suivante. Pourquoi rester entre les femmes dans ce contexte? Est-ce que vos mouvements, vos démarches sont d'une certaine manière opposés aux hommes, refusent la présence masculine? Ce sont des accusations, ce type de questions deviennent des accusations dans différents contextes. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez présenter des raisons qui font que ces accusations sont mal fondées. Cher Guillaume, si tu veux bien commencer. C'est vraiment une bonne question. Parce que jusqu'à maintenant, la femme n'a pas dit son mot. Jusqu'à maintenant, la femme n'a pas pris sa place dans la société. Et jusqu'à maintenant, seulement les hommes que je respecte qui, qui font tout et les hommes qui font la guerre. Mais la femme ne veut pas, la femme est autre chose. La femme pense avec son cœur, son âme et son ventre. La femme qui est enceinte pour 9 mois et qui accouche, qui sent les douleurs de la grossesse, pense autrement que l'homme. Elle veut que le fils ou la fille qui est venue, elle veut qu'elle vive. C'est pour ça que nous avons fait notre mouvement est l'appel des mères. La mère qui ne veut pas que leur fils ne veut pas enterrer ses enfants. Nous avons assez, nous avons assez. Dès que je suis nue jusqu'à maintenant, chaque 10 ans, nous avons une guerre. Chaque 10 ans, il n'y a pas un horizon pour s'asseoir à la table de la négociation et parler. C'est pour ça les femmes, c'est pour ça notre mouvement est très, maintenant, il a un mot. C'est-à-dire, dans tout le monde, on nous entend. Dans tout le monde, on voit que maintenant la femme a son mot. Elle a l'appel des mères et l'appel qui, la femme palestinienne et la femme israélienne ne veulent pas que leur fils, c'est-à-dire, elles veulent que leurs enfants vivent. Alors, nous avons l'appel des mères nous a donné la force de dire et le pouvoir de dire maintenant que notre mot. Et autre chose aussi, c'est-à-dire l'inclusion significative signifie que les femmes ne sont pas invitées comme participantes symboliques, mais qu'elles sont intégrées structurellement à chaque étape du processus politique. Elles ne sont pas dans les politiques. Je regarde maintenant à notre Parlement en Israël. Israël est un pays, on dit, démocratique, et elle respecte la femme. Mais regardez au Parlement. Nous avons 120 membres de Parlement. Il y a seulement 30 femmes, c'est-à-dire 25%. Comment ça? C'est-à-dire, la femme, maintenant, elle est marginalisée. C'est pour ça maintenant que nous et notre partenaire palestinien, je n'ai pas parlé sur les femmes du soleil parce que nous avons une sœur mouvement du soleil et des femmes palestiniennes qui aussi croient que leurs enfants, qu'ils veulent que leurs enfants vivent. Et c'est pour ça, tous les deux mouvements, nous avons écrit l'appel des mères.
Et je ne sais pas si je veux parler le 24 mars, et nous serons à Rome et pour la marche Barefoot Walk, parce qu'on veut que tout le monde sent que la femme ne veut plus la terre qui a bu le sang de nos enfants. Maintenant, nous voulons la toucher avec nos pieds nus pour dire au monde que la femme israélienne et palestinienne, on a assez, elle veut changer, elle veut que nos dirigeants s'assiedent à la table de négociation, que nous arrivons à un accord politique pour donner la vie à, à nos enfants, un futur à nos enfants, parce que vraiment, vraiment, on a assez de ce qui se passe autour de nous. Merci infiniment pour ce témoignage. Eva, pourrais-tu nous dire pourquoi chez toi l'élément féminin est aussi important? Avant même de le définir, on va le définir peut-être un tout petit peu plus tard, mais que veut dire pour toi de s'identifier à quelque chose de féminin? Eva, oui, tu Oui, arrives à... voilà, Voilà. oui. Merci Anna. C'est bien que de préciser féminin et non femme, parce que moi, je m'inscris pas dans un discours qui donne à la femme, et même dans cette journée internationale des femmes, l'ampleur de l'action des femmes, parce que j'ai vécu justement dans beaucoup de zones de conflit où les femmes, ce sont elles qui ont manipulé et qui ont engagé les hommes dans les guerres. Les femmes sont aussi celles qui portent les traumas dans leur corps et qui les transmettent. Les femmes sont aussi celles qui éduquent à la haine. Par contre, hein, le féminin est dans les relationnels et le féminin est porté par les hommes et les femmes. Et je pense que c'est ça la distinction qui est très importante de le dire quand on parle de l'espoir au féminin. La paix, elle ne se fait pas par un accord de paix assis à table avec des hommes en costume. La paix, elle se fait sur les terrains. Et moi, dans mon travail avec des Palestiniennes, à Ramallah, Nablus, Bethléem, Gaza, là où je viens d'y revenir, et en Israël, à Haïfa, à Jaffa, et à Rishpon, à Tel Aviv. Là, la paix, elle s'est fait. Elle s'est fait parce qu'on reste dans les dialogues malgré les conversations difficiles. Quand on parle aujourd'hui de la paix au féminin, il faut comprendre le leadership féminin comme une qualité relationnelle. C'est la capacité de rester dans la relation, dans la tension, en comprenant et en prenant en responsabilité de nos propres traumatismes. Parce que on est vraiment dans des structures de domination qui, qui ne datent pas d'aujourd'hui et où beaucoup de sociétés continuent à y vivre et à nous donner des programmations et des discours qui ne, qui ne touchent pas à notre cœur. Et pour moi, le leadership au féminin touche au cœur et ce cœur, il est pour les femmes et pour les hommes. Donc, je Merci. continuerai plus tard. Oui. Mhm. C'est absolument fascinant. Donc, vous voyez ici une différence d'approche qui sont complémentaires, qui ne sont pas du tout en opposition, parce que je pense que ce qu'Iam cherche chez les femmes qu'elle Mhm. essaye de mettre en avant, c'est justement ce que toi, tu cherches dans le relationnel féminin, hein. Il ne s'agit pas Mhm. de mettre n'importe quelle femme au pouvoir, de donner... Mhm. Ouais. Mais j'imagine que ces deux approches sont tout à fait complémentaires et peuvent aller Elles sont ensemble. complémentaires. Elles sont complémentaires et puis c'est juste que par rapport au discours que les femmes seraient naturellement plus pacifiques, c'est un discours que je tiens pas et que les femmes sont probablement plus pacifiques simplement parce qu'elles ont été souvent, elles ont développé dans des contextes de survie et de résistance et de résilience des compétences relationnelles qui sont indispensables à la transformation de conflits. Donc il y a ces potentiels, mais il faut vraiment faire attention quand on parle d'un leadership féminin, c'est un leadership d'écoute, c'est un leadership de lien, des relations, c'est un leadership qui est capable de tenir une complexité, qui sait protéger la vie, mais aussi la dignité et la relation. Donc, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe et paradoxal que la simplification de parce qu'on est femme, on va choisir la paix et que la paix, on peut avoir la paix par la guerre. C'est impossible. Parce que la guerre, toute violence, elle tue la relation.
C'est fascinant. On développera, j'espère, tout cela d'ici peu. Chère Marilyn, c'est à toi maintenant de nous dire quel est le rôle des femmes selon toi. Toi, ton approche est beaucoup plus pragmatique, moins philosophique, donc elle va être vraiment une clôture parfaite de cette partie de notre discussion. Je pense qu'elle est autant pragmatique que philosophique, justement. Elle est vraiment un pont entre les deux. Moi, mon féminisme, c'est un féminisme de Simone de Beauvoir, en fait. Je suis née en France. J'ai été inspirée par des femmes comme Françoise Giroud, Simone de Beauvoir, Simone Veil, que je connais personnellement, et donc que j'ai connue. Et c'est difficile de parler au passé de femmes aussi extraordinaires que ça. Et en fait, c'est de réclamer tout simplement nos droits. Donc, je pense que les femmes ne sont ni meilleures, ni plus belles, ni plus gentilles, ni plus douces, mais que tout simplement, elles ont des droits et des devoirs et qu'il faut les appliquer, tout simplement. Alors, on nous demande souvent d'appliquer nos devoirs, mais nos droits, on est aujourd'hui le 8 mars, il faudrait rappeler combien nos droits nous passent très souvent sous le nez, même dans un pays aussi développé et évolué que Israël et évidemment aussi en France. Mais bon, la France et des pays d'Europe sont beaucoup plus évolués. Maintenant, je voudrais parler quand même de ce qui s'est passé à Women Watch Peace au début, parce que j'ai eu affaire, moi, à des féministes qui n'étaient pas féministes style Simone de Beauvoir. Elles étaient féministes exclusives. Les femmes sont meilleures, les femmes sont ceci, les femmes sont cela, etc., etc. Et elles étaient horrifiées les premiers jours quand j'ai fait rentrer à Women Watch Peace mes copains hommes. Il y a eu, donc c'était un mouvement que de femmes. Je leur ai dit, vous rentrez dans le mouvement, mais les hommes, mes copains, religieux, non religieux, de droite, centre-gauche, vous rentrez dans le mouvement, vous serez avec nous dans le mouvement. Ce n'est pas un mouvement exclusif, c'est un mouvement de femmes et pas exclusif, mais vous ne serez pas à la tête du mouvement, vous ne serez pas à la tête des commissions. Pourquoi? Pour la raison que Yam a dit. C'est qu'on n'entend pas la voix des femmes. On voit très très bien qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement israélien, on voit très bien ce qui se passe dans le cabinet sécuritaire politique. Les femmes sont quasiment inexistantes et d'ailleurs dans le dernier gouvernement et dans la dernière Knesset, ça n'a fait que baisser. Au lieu d'avancer, on a rétrogradé. Et donc en 2014, quand elles ont vu que des hommes rentraient dans le mouvement, elles m'ont dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, d'où ça vient? Je leur ai dit, vous inquiétez pas, c'est mes copains. C'est tout, c'est facile et c'est bien. Mais quand même, il y a une raison qui est très importante à comprendre. C'est l'application de la 1325. C'est vraiment là maintenant, il faut qu'on rentre au cœur de cette histoire. Parce que on sait dans tous les travaux de recherche, on sait déjà plusieurs choses dans les travaux de recherche qui sont en continu. On voit qu'il y a une stabilité en continu, une fiabilité. On sait que quand il y a des problèmes inextricables ou des problèmes tout court et qu'il y a une diversité d'opinions autour de la table, alors on a plus de chances d'arriver à des solutions et à des solutions même en dehors de la boîte, c'est-à-dire des solutions pour lesquelles créatives, auxquelles on n'avait pas réfléchi avant. Et donc, la première chose à faire, c'est de mettre des hommes et des femmes autour de la table. Et en plus, nous, les femmes, on est 51% de la population. On n'a aucune raison de subir les guerres et de ne pas être impliqué dans les guerres. Si déjà, autant faire la guerre. Donc moi, je suis pour ce qui se passe actuellement, les pilotes, la guerre, etc. Et les femmes doivent y être aussi. Donc ce n'est pas seulement pour la paix que les femmes doivent être, elles doivent être pour tout, pour toutes les décisions, pour toutes les responsabilités à tous les postes. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est vraiment l'application, et d'ailleurs, ça en fait partie, ça découle. C'est l'application de la 1325. La 1325, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand les femmes sont impliquées dans les négociations, il y a plus de chances de résoudre le conflit. On l'a vu en Irlande, on l'a vu avec le Libéria, on l'a vu dans des pays d'Amérique du Sud. Les femmes, comme l'a dit Eva, sont capables de faire les guerres. On l'a vu chez les reines à travers l'histoire, certaines reines, ok? Mais je peux dire quand même historiquement, j'ai fait une recherche, qu'il y a quand même plus de femmes qui ont mené à la paix que des femmes qui ont mené à la guerre.
quand même, malgré tout, ok? Peut-être parce qu'on est aussi occupé à autre chose, peut-être parce qu'on donne la vie, comme l'a dit Iam. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand les femmes sont impliquées dans les négociations et les accords politiques ou les accords de paix, ces accords durent plus longtemps. Et pourquoi ils durent plus longtemps? C'est parce que les femmes, on parle pas seulement, par exemple, des territoires, de comment séparer le territoire, de comment, qui c'est qui va avoir l'eau, qui c'est qui va faire venir les réfugiés, pas les réfugiés, en fait, tous les dossiers qui sont, par exemple, autour du conflit israélo-palestinien. Elle parle aussi d'éducation, elle parle du sociétal. Et quand on traite aussi à la racine l'éducation et le sociétal, cela fait que les accords durent encore plus longtemps. Donc, je le répète encore une fois aujourd'hui, le 8 mars, il faut être fou ou extrémiste pour ne pas inclure les femmes aujourd'hui dans toute négociation de conflit et de guerre. Et évidemment, dans ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis 100 ans. Mais ça, je le dis sans aucune, comment dire, naïveté par rapport aux ennemis que nous avons en face dans ce conflit. Voilà. Merci pour cela. Ça me fait penser, évidemment, sans surprise, à Tzipi Livni, qui était effectivement un exemple récent d'une femme ou d'une personne tout simplement, mais qui était une femme qui s'est véritablement battue pour la paix entre Israël et la Palestine et qui a rencontré une résistance constante, effectivement. Est-ce que, Marilyn, toi qui suivais de près les actions de Tzipi Livni, est-ce que tu voudrais en dire quelque chose éventuellement pour expliquer son travail à ceux et celles d'entre nous qui ne la connaissons pas? Donc, elle était femme politique, évidemment, diplomate, avocate israélienne aussi. Elle est toujours, évidemment, elle est tout à fait vivante. Elle était députée à la Knesset, c'est une figure importante du centre-gauche. Elle était ministre des Affaires étrangères. Elle a failli être Premier ministre, elle ne l'a pas, elle n'a pas été. Mais pour toi, c'est une figure importante, pas que pour toi, hein, pour beaucoup de gens en Israël. Alors, je voudrais dire une anecdote déjà par rapport à Tzipi Livni. Tzipi Livni n'était pas du tout féministe. Du tout. Quand elle m'a rencontrée en 2014 et que je lui ai remis en novembre 2014, le jour où on a fondé le mouvement, on était à Sderot. J'ai exigé qu'on soit à Sderot et pas au centre de Tel Aviv pour fonder Nashim Osot Shalom. C'est là qu'il y a eu le grand événement. J'ai dit tout doit se passer dans le sud du pays, en bordure de Gaza. Là aussi, c'était un changement de paradigme. En fait, j'ai amené énormément de changements de concept et de paradigme. Il y a quelques femmes là qui sont au webinaire maintenant et qui ont été aussi à Sderot avec moi à ce moment-là. J'ai remis une lettre à Tzipi Livni, donc il y avait tous les politiques, une grande partie des politiques. Je suis allée à elle, je lui ai dit voilà, on a fait un mouvement de droite, centre-gauche. Il ne faut pas oublier que Tzipi Livni était de droite à la base, tout comme moi. Et donc, on l'a fait de droite, centre-gauche, et elle m'a tourné le dos, carrément. Elle m'a tourné le dos, elle m'a dit, ah, ça ne m'intéresse pas. Et alors, je suis revenue vraiment comme ça. Et d'ailleurs, il y a une photo, il y a des photos, il y a des trucs de ça. Et alors, je lui ai dit, ah, mais si vous comptez pour les prochaines élections, elle avait déjà perdu, elle avait failli être ministre, première ministre, elle avait un mandat de plus que Netanyahou, elle a perdu à cause des partis ultra-orthodoxes. Donc je lui ai dit, si vous comptez avoir maintenant les voix des femmes, moi je vais m'arranger pour que vous n'ayez pas les voix des femmes. Donc déjà, alors évidemment, elle m'a pris tout de suite la lettre. Et après, on a eu quelques temps après des événements avec elle où elle est rentrée dans l'histoire. Et je me rappelle à la Knesset, quand on a fait, j'ai créé le Parlement des femmes israéliennes à la Knesset, c'est-à-dire toutes les semaines, on était habillés en blanc avec le foulard de turquoise de Nashim Osot Shalom. Et personne ne pouvait rien dire. À la Knesset, on n'a pas le droit de mettre un t-shirt avec le nom du mouvement ou un truc. Mais personne ne pouvait nous dire ne vous habillez pas en blanc et en turquoise. Personne. Donc on était toutes les semaines à la Knesset, dans toutes les commissions partout. Et Tzipi Livni, dans un discours à la Knesset, elle m'a dit, elle savait que j'étais en haut, elle a dit, Marilyn, tu vois, je suis en blanc et en turquoise. Et après, j'ai eu beaucoup de discussions avec elle, on est devenus amis, et donc elle m'a dit, je suis devenue
féminin ou féministe, comme vous voulez, à partir de ce moment-là. Donc, c'est pour Tsipi Livni. Maintenant, l'histoire, ça c'était la petite histoire dans la grande histoire. Elle a été ministre sous Netanyahou. Netanyahou lui a confié le dossier des conflits israélo-palestiniens. Elle a failli, elle a failli y arriver. Elle était vraiment à deux doigts de signer des accords. Il y avait 5 dossiers brûlants. Évidemment, Jérusalem, c'était le dossier à mettre un petit peu en arrière. Et elle était très, très, très proche et ça a vraiment basculé avec Netanyahou, avec la tension qu'il y avait au sein de ce gouvernement. Mais c'est une femme qui a failli non seulement être Premier ministre, mais peut-être aussi nous amener des accords de paix alors qu'elle est de droite et alors qu'elle n'est pas féministe. Donc je pense que c'est vraiment très important de le souligner. Je voulais dire aussi par rapport à toute cette revendication des femmes, les femmes, c'est les femmes et les hommes qui doivent faire les choses, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose que Yamel a dit tout à l'heure qui est important, c'est de faire aussi ce qu'on n'a jamais essayé. Or, on n'a jamais essayé vraiment de donner le pouvoir aux femmes de résoudre ce conflit israélo-palestinien. Et d'ailleurs, on voit partout, c'est principalement des hommes qui sont autour des discussions, autour des décisions. Et il Qui est font la temps, guerre. je pense, voilà, il est temps de nous donner maintenant les rênes de cette histoire. Tu Mhm. sais, Marilyn, Tsipi Livni est encore avec nous. Oui, je sais, bien sûr, heureusement. J'y Heureusement. veille, j'y veille. J'ai en contact avec elle régulier aussi. Ouais. Donc effectivement, la vulnérabilité ne se trouve pas sur la ligne forcément entre les hommes et les femmes. Les femmes ne sont pas toujours faibles, les hommes ne sont pas toujours forts et méchants. Ça va de soi et ça sort de toutes vos interventions et c'est tout à fait Je voudrais intéressant. juste dire une dernière phrase qui m'a inspirée, vraiment. C'est une phrase que j'adore, hein, de François Giroud. Et ça va bien dans ce qu'on parle des politiques, c'est la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Des hommes incompétents politiques, on en voit tous les jours. Il est temps aussi qu'on voie quelques femmes incompétentes, même beaucoup de femmes incompétentes. Les femmes ne doivent pas être exceptionnelles pour être en politique. Elles doivent avoir le maximum de possibilités de pouvoir être en politique. Et donc, j'espère qu'il y aura, après ce webinaire, de plus en plus de femmes en politique. Pourquoi tu ne vas pas en politique, toi? Pourquoi tu Non, ne... ça, c'est une autre question. Mais justement, est-ce qu'on va défendre les femmes ou on défend les féminins? Et c'est avec évidemment cette question que je m'adresse à Eva. Et il y a en philosophie une psychologue, une penseuse, une philosophe très célèbre, Carol Gilligan, qui a écrit un livre en Mhm. 81 qui s'intitule Une voix différente. Ouais. Carol Gilligan a avancer la thèse selon laquelle, effectivement, il y a quelque chose de particulier dans la façon que les femmes ou les jeunes filles, ou les filles tout simplement, ont dans leur manière d'aborder le monde. Et évidemment, tout de suite, on lui a dit, écoutez, Madame Gilligan, là, vous dites que les femmes sont quelque chose, il y a une espèce d'essentialisation du féminin, toutes les femmes seraient gentilles ou complexes ou trucs comme ça. Et elle a dit, bah non, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je vous dis juste que les femmes sont socialisées d'une certaine manière, Mhm. et cette manière d'habitude est dévalorisée. Et tout ce que j'essaye de dire, c'est que cette socialisation féminine classique, qui ne crée pas que de gentils faits, hein, évidemment, mais que certaines caractéristiques de cette socialisation féminine devraient être révalorisées, repensées et mises au centre de nos discussions, non seulement domestiques, mais aussi politiques. Et toi, Eva, la particularité de ton travail, c'est de briser la frontière entre le psychologique et le politique. Évidemment, tu n'es pas la seule à le faire. Classiquement, notamment les féministes françaises des années 60 disaient la famille, c'est politique. Mais toi, Mhm. tu introduis cette dimension dans le contexte des conflits. Et Mhm. j'aimerais bien que tu, effectivement, nous expliques plus en détail ce que tu entends par ce féminin sur lequel tu travailles et que tu voudrais valoriser. Mhm. Merci Anna pour cette question et je voudrais revenir à l'incompétence en politique parce que je voudrais promouvoir plutôt la compétence pour tous
plutôt que plus d'incompétents dans les structures actuelles. Et je mettrais aussi tout ça dans un contexte. On est vraiment dans, il faut nommer les structures de domination. Pour comprendre ce qui se passe maintenant, on doit vraiment reconnaître qu'on vit dans l'héritage de structures coloniales. Et ça inclut Palestine, Israël et ailleurs. Et donc, quand on a ce type de narratif et on attend d'être pragmatique, et on appelle la soumission pragmatisme, ou la diplomatie, et si on essaie de faire la diplomatie, on trahit une histoire ou une autre, une identité ou une autre, et qu'on nomme la colonisation ou la continuation du développement, development aid, comme peace building ou comme construction de la paix, et on nomme la résistance comme extrémisme. Je pense qu'il faut vraiment faire attention dans la relation de ce qu'on parle. Il faut vraiment poser la question de quoi en fait il s'agit maintenant. C'est pas une question identitaire et c'est pas une question de religion. Et ça, j'y tiens. Et c'est pas une question de genre. Parce qu'il faut être lucide pour comprendre les injustices auxquelles on fait face dans les structures d'opposition. Et aussi, qu'est-ce qu'on a besoin de développer comme compétences humaines, non pas compétences féminines et des femmes ou des hommes, mais compétences humaines nécessaires pour qu'on puisse transformer les conflits sans reproduire le même cycle de domination, d'humiliation et de violence. Parce que c'est ça, on est non-stop dans la même spirale qui nous amène en bas, où on reproduit sans arrêt des cycles de domination, d'humiliation et de violence. Et pourquoi? Parce que le conflit, c'est pas une question politique, en fait. Les conflits, c'est une question humaine. Elles sont émotionnelles, historiques et profondément traumatiques. Quand moi je parle de trauma individuel, collectif et transmission intergénérationnelle, c'est ça que les femmes portent. Quand des sociétés comme la Palestine et Israël vivent pendant des générations avec la peur, la guerre, l'occupation, les déplacements, ces traumatismes ne disparaissent pas. Même si je dis, moi, je suis là au Costa Rica, ben, en octobre 23, j'ai senti ce qui se passe à Gaza dans mon corps. Pourquoi? Parce que je suis liée à ma famille qui est là-bas et qui est décédée avec tout un immeuble qui est tombé sur toute la famille. C'est transmis à travers l'espace, à travers le temps. Ça se transmet dans les familles, ça se transmet dans les institutions, ça se transmet dans notre corps, dans le récit national qu'on répète sans cesse. Donc, ce sont les traumas, en fait, qui façonnent la manière dont nous voyons l'autre. Et comme la femme porte dans son, dans son ventre l'enfant, elle porte aussi les traumas et elle transmet ces traumas. Et c'est ça qui façonne nos identités collectives. Et donc, pour moi, la paix ne peut pas être une question d'accord politique. Ça demande un travail de guérison. Et pendant un moment fondateur dans ma propre vie personnelle et qui m'a amené en fait à la vision que je partage avec tout le monde, c'est que j'ai perdu en fait la vue de 2020 à 2022. J'ai perdu ma vue pendant 2 ans pour vraiment être initié à une vision collective de guérison et de régulation. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est un système nerveux qui n'est pas régulé. Et la paix, c'est une compétence. C'est ce qu'on enseigne à Peace Activation. L'activation de la paix, c'est pas seulement une vision, c'est pas seulement un objectif politique, c'est une compétence humaine. Comment est-ce que je peux apprendre et cultiver dans mon corps, dans mon système nerveux, dans mes relations, dans ma communauté, la compétence d'écouter, la compétence de rester présente dans le conflit, la compétence de réguler mon propre système nerveux. Ce qu'on a besoin, c'est pas d'avoir plus de femmes dans une table de négociation, c'est qu'on doit jeter cette table de négociation et créer quelque chose de différent. Il faut créer des nouvelles structures. Il faut créer des compétences qui reconnaissent l'humanité au centre de cette océan des douleurs qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est une soupe qu'on n'arrête pas de reproduire. Donc, il faut un discours différent. Il faut des compétences différentes. Il faut développer une manière d'être, une manière de faire qui est différente. Et c'est là que le leadership féminin entre en compte. Non pas le leadership des femmes, mais le leadership féminin pour les femmes et les hommes, pour prendre que la paix
C'est pas seulement à faire taire les conflits. Et c'est pas avec la violence, c'est pas avec la guerre, c'est pas avec les bombardements qu'on va arrêter ça. On va juste reproduire la même chose qu'on vit depuis des centenaires. Et il est temps d'arrêter. Il est temps d'être vraiment honnête avec nous-mêmes. Il est temps de se regarder dans les yeux dans les yeux, et comprendre qu'il n'y a pas un autre. L'autre, c'est moi. Et ce que je projette sur l'autre, je le projette parce que ça existe à l'intérieur de moi, sinon il ne sera pas à l'extérieur de moi. Et donc, c'est ça le courage dont on a besoin actuellement. On a besoin du courage d'accepter nos différences, qu'on est radicalement différents et qu'on est humain. Et il n'y a pas un humain mieux qu'un autre. Et il n'y a pas un peuple choisi et un peuple non choisi. Il n'y a pas une religion meilleure qu'une autre. Et même cette question des religions, elle est venue avec une spiritualité. Et c'est ça la psychologie spirituelle. Ça prend toutes ces histoires, tous ces narratifs avec lesquels on a grandi et il les met au cœur de nos récits humains. Et donc, pour moi, mon appel au jour d'aujourd'hui, Journée internationale des femmes, c'est revenons à être humains, pas seulement femmes. Humains, parce qu'il est temps, parce qu'on est en train de se détruire. On est en train de détruire notre humanité. Merci. Merci beaucoup, Eva. Tu nous invites à une vulnérabilité qui est parfois très, très difficilement acceptable, précisément par des personnes traumatisées. Et comme tu sais, les Juifs israéliens, eux aussi, ils ont leur trauma extrêmement profond. Absolument. Ils ont leur trauma profonde et c'est pas une compétition de trauma. C'est pas une compétition de souffrance et c'est pas quel trauma est plus valide qu'un autre. On est tous traumatisés. Il y a pas une trauma plus qu'un autre. On est tous traumatisés, même ceux qui ne sont pas en Israël ou en Palestine. Il y a les traumas proxy. On est tous traumatisés et il est temps d'arrêter de prendre le weapon de trauma, de prendre le trauma comme un arme qu'on ne peut pas utiliser certains mots, certains discours parce qu'on est traumatisé. On est tous traumatisés et il est temps d'arrêter de traumatiser et retraumatiser l'un l'autre. Il est temps de retourner à notre humanité et ça passe par le cœur. Merci infiniment. Je donne tout de suite la parole à Marilyn qui voulait rebondir sur cela. Moi, je veux dire juste de mon côté que, en ce qui concerne ma vision de l'histoire, etc., parce qu'il savait que je travaille sur le stress post-traumatique appliqué à des communautés, donc je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Eva. Mais moi, je n'ai pu comprendre la Pologne que quand j'ai compris qu'ils étaient tous fous, en fait. Les Polonais sont tous traumatisés par les non-dits de la Deuxième Guerre mondiale. Et si on ne les voit pas, on ne comprend pas du tout leur comportement autodestructeur, hein, très souvent. Chère Maline, c'est à toi. Moi, je voudrais quand même rebondir sur ce que Eva a dit. Et évidemment, c'est un discours qui me plaît, qui me touche. Mais pour moi, c'est un discours. Parce qu'évidemment, j'aimerais que ça se réalise. J'aimerais vraiment que ça soit possible. Mais il faut être concret. Je veux dire, ça fait des années et des années qu'on est dans ce conflit israélo-palestinien. Et il faut trouver des solutions, des fois même des solutions qui sont progressives, immédiates. Peut-être pas toute la solution, mais déjà commencer par des premiers pas. Et en plus, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que personnellement, moi, je suis pour les guerres aussi. Je suis pour la paix, mais je suis pour les guerres. Parce que oui, 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 je le dis, je suis pour les guerres. Parce qu'il y a des guerres qui sont nécessaires. Et non seulement il y a des guerres qui sont nécessaires, mais il y a des guerres où il faut aller jusqu'au bout de la guerre, jusqu'à la reddition de l'ennemi. On l'a vu avec le nazisme, on l'a vu avec le Japon, on l'a vu avec énormément de pays. Des fois, il faut aller jusqu'au bout. Et j'espère que ça sera comme ça aussi pour les mollahs de l'Iran. C'est pas Israël qui va aller jusqu'au bout, c'est pas les États-Unis, ça sera le peuple iranien, puisqu'on n'a pas parlé vraiment encore maintenant de ce point-là, puisque ça nous touche. J'espère que c'est le peuple iranien avec la plateforme qui a été créée maintenant. On voit qu'il y a vraiment la base pour qu'ils puissent, ils se révoltent déjà. C'est eux qui doivent renverser ce propre régime dont ils ne veulent plus maintenant avoir à faire. Donc, ce que je pense, c'est que la solution, évidemment, je suis pour changer les concepts et je suis pour changer les paradigmes. Et c'est ce que j'ai fait aussi à Nashimo Sot Shalom. Il y a eu une série de 8 paradigmes qui étaient complètement différents. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point que je voulais dire par rapport au changement de paradigme, les Palestiniens ne sont pas victimes. Et ça a été dit clairement à Nashim Osot Shalom. C'est très important de comprendre qu'il y a 100% de responsabilité Les du côté sous israélien. Deux occupation, comment secondes, ne sont deux pas des secondes. victimes? Je parle 2 secondes du début
de Nashimos Shalom et de la base de Nashimos Shalom et ce que je crois encore aujourd'hui valable. Après que Nashimos Shalom, Women Watch Me se soit développé différemment, et on peut en parler et c'est un bon sujet. Mais une chose qui est importante, et je vais dire pourquoi la victimisation n'est pas une bonne chose. Parce que avant, dans les mouvements de paix, il y avait 100 mouvements de paix, quand il y avait des Palestiniens, d'accord, quand il y avait des Palestiniens et des Palestiniens, il n'y avait pas que des femmes, d'accord, et il y avait beaucoup de condescendance aussi de la gauche qui disait ah les pauvres victimes il faut faire pour eux il faut dire pour eux il faut parler pour eux et ça c'est pas une bonne chose ce sentiment de condescendance des fois et la majorité du temps inconscient d'accord il faut comprendre que quand on ne rend pas quelqu'un victime ça veut dire qu'on lui fait confiance. Ça veut dire qu'on lui dit, tu es capable aussi de t'en sortir. Tu peux prendre 100% de responsabilité quand moi je prends 100% de responsabilité. Et donc cette histoire victime-bourreau, ok, qu'on a entendu beaucoup, beaucoup trop de fois dans les discours des Palestiniens, c'était quelque chose qu'il fallait changer. Et dernière chose, vraiment dernier point important, si tu veux, il n'y a pas de problème, Iam, on peut discuter de ça. Je pense que de victimiser ne sortira pas le problème des Palestiniens. On est tous touchés par les guerres, d'une manière ou d'une autre. Et le dernier point que je voulais dire, si déjà les Palestiniens doivent faire quelque chose pour eux, et les Israéliens pour nous évidemment, c'est de lutter sans aucune concession contre le terrorisme. C'est mon dernier mot. Merci beaucoup, Marilyn. Effectivement, on comprend très bien la façon dont tu vois la posture des victimes comme contraire aussi aux intérêts de la victime elle-même qui s'est défait pour qui ce n'est pas un outil de empowerment, mais au contraire, parfois, ça l'affaiblit. Mais je pense que Yam voulait dire quelque chose de tout à fait concret, non? Je voulais dire deux choses à Marilyn. Je comprends. Je suis aussi, moi, parfois mon côté israélien parle, parfois mon côté palestinien parle. Que faire? J'ai deux identités dans mon corps. Alors, je veux dire à Marilyn, je comprends. Mais d'autres choses, on ne peut pas oublier. Il n'y a pas de symétrie entre le peuple israélien et le peuple palestinien. Deuxième chose, depuis 76, ils sont sous l'occupation. Comment un peuple peut vivre quand il est sous l'occupation? Je demande cette question-là. Comment tu peux le dire qu'ils ne sont pas des victimes quand toujours les soldats sont là-bas avec les armes, ils entrent dans chaque maison. Et Marlène, on peut parler après, mais je veux que tu comprennes un peu que oui, ils sont des victimes. C'est Non, ça je ce que je comprends très bien, mais veux. c'est un Après, sujet qui a maintenant. été discuté au début. Et justement, on a décidé plusieurs choses à Nashimosot Shalom. La première chose qu'on a décidé, c'est qu'on ne parlait pas d'occupation. Et tu as qu'à voir pratiquement pendant 5 ans. On peut plus en Non, parler. non, 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 On non, a doucement. commencé à parler. Tu On me a poses une commencé à question, tu parler. me poses une Dès que question, je nous te avons vu réponds. les femmes palestiniennes, nous avons Ok, commencé à ok, parler. je te Parce que c'est la réponds. vérité, Marlène. Mais Que faire? Non, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Il y a des points de vue. Il n'y a la, pas Non, de non, non, il y vérité, a il y des a points des de points vue, de et il y a vue. des structures d'oppression et il faut être honnête. C'est Oui, de cette alors nous, on a honnêteté dont j'ai parlé. l'oppression du Marilyn, terrorisme. je vous ai écouté, je vous demande de Pas de m'écouter problème, on aussi. a l'oppression Moi, du moi, je terrorisme. voudrais parler justement par rapport à cette victimisation et je pense que et je suis d'accord, c'est qu'on se réfère, c'est au triangle dramatique, qu'on se joue en tant que victime avec un persécuteur et on attend un sauveur. Dans ce contexte-là, je suis bien d'accord avec toi. Et en même temps, il faut voir comment mettre ces drama triangles parce que c'est avec ça aussi qu'on a commencé avec Dalit, quand on a commencé One Whole Piece. On a dit il faut sortir du triangle dramatique et il faut adresser et vraiment comprendre comment, quand on drop the drama, les drames actuels, heal the trauma, vraiment guérir les traumas, to activate peace, pour que la paix soit activée. Et on ne peut pas parler de drop de drama si on est toujours dans des structures d'occupation et des structures de domination qui ne permettent pas à un autre peuple d'exister en soi sous l'excuse de sécurité et d'extrémisme. Parce que à ce moment-là, il faut bien être honnête avec ce qu'on a dans la réalité en face. C'est pas un point de vue. Moi, je viens d'être pendant
3 heures au checkpoint et en sortant de Ramallah où j'avais fait une formation pour EcoPeace. Je dis attendre parce qu'un jeune de 18 ans qui était au checkpoint ne m'a pas permis de passer et a passé du temps. Et pourquoi? Il avait juste pas envie. Un autre moment, une autre semaine, je suis allée faire une formation à Nablus. J'ai pas pu passer. Pourquoi? Parce qu'il y avait le flying checkpoint qui soudain s'est mis en place. Pourquoi? Parce qu'un autre jeune de 18 ans, soldat israélien, a créé cette. Donc, il faut vraiment parler de l'impunité avec laquelle les soldats israéliens sont en train d'opérer sur le territoire occupé. Et c'est pas un point de vue. Et il faut voir dans quelle mesure est-ce qu'on reste dans la relation malgré ces désaccords. Parce que c'est de là qu'on peut créer la paix. Et c'est pas sur une table de négociation. Merci pour cette précision. Parce qu'on dira plusieurs fois que ce n'est pas, que c'est pas un point de vue et que c'est une réalité, que ça en fera une réalité. Je le dis, c'est un point de vue, c'est ton point de vue là. Est-ce que vous étiez Encore une bloqué à fois, un moi j'ai checkpoint? beaucoup à dire aussi sur la Mhm. responsabilité des Palestiniens. Je connais très bien les checkpoints. Absolument. Et moi aussi, J'ai absolument. beaucoup à Je dire le nie pas, aussi hein. sur le Tout à terrorisme. fait. Et donc, ce n'est pas à force de dire quelque chose que ça en rendra. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Et c'est un point de Mhm. vue. Ce n'est pas la Tout à seule fait. vérité. D'accord? Donc, on ne m'imposera aucune vérité dans ce débat qui n'est pas ce que je vois au quotidien, y compris le fait que j'ai l'habitude d'aller régulièrement dans les territoires sous l'occupation, sur l'occupation de l'autorité palestinienne, pour moi. D'accord? Ah oui, d'accord. C'est pas mal ça. Ok. Donc peut-être, je pense que il y a une petite vérité sur laquelle nous pourrions nous accorder, c'est que la situation ne s'est pas améliorée ces temps-ci. En ce qui concerne le bien-être quotidien des Palestiniennes et des Palestiniens, on voit hélas des images en Cisjordanie qui sont des images qui sont insoutenables et ces images ne sont pas, à mon avis, explicables par celles situation de trauma. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Ce ne sont pas des gens traumatisés qui attaquent. Donc je pense il est quand même nécessaire de ne pas... Je pense que la situation en 2014 permettait davantage d'optimisme que la situation d'aujourd'hui. Et ça, il faut le garder en tête, me semble-t-il. Tout en évidemment espérant que le travail que tu fais, Marilyn, qui est juste au-delà d'important, hein. Il est extrêmement précieux. Ce travail j'espère, porter davantage de fruits, mais la situation pour les Palestiniennes et Palestiniens qui habitent en Cisjordanie est particulièrement difficile et ça, on les sait tous de première. Évidemment, quand j'ai dit occupation, c'était pour montrer le truc, mais je ne pense pas que l'autorité palestinienne, pour moi, est à sa place. Et ça fait depuis 2014 que je dis, et je l'ai dit aussi à Netanyahou personnellement. Personnellement, je lui ai dit que c'était une erreur d'avoir renforcé le Hamas. Je parle déjà en 2015, je lui disais ça, de renforcer le Hamas sur le compte de l'autorité palestinienne. Pour moi, la paix, elle doit se faire avec les modérés et toutes les personnes qui sont contre le terrorisme. Et évidemment, je suis contre ce qui se passe aujourd'hui en Judée et Samarie, que des Israéliens juifs attaquent des Palestiniens. Je le tiens à le dire aussi ici, je suis absolument contre ça. Et je pense que la plupart des Palestiniens te suivent hein, sur ça, parce que vu les soutiens les soutiens faibles que Hamas avait toujours, a depuis des décennies maintenant, bon, pas des décennies, mais depuis plusieurs années, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, le Hamas n'est pas majoritaire en ce qui concerne la volonté des Palestiniens et Palestiniennes d'être gouvernés. Effectivement, l'attaque du 7 octobre a été soutenue par une majorité des Palestiniennes et Palestiniens au début, car il a été vu, et là tu as raison, je veux dire tu as raison, c'est pas question de raison ou pas, mais la manière dont la propagande de Hamas a présenté cette attaque aux Palestiniennes et Palestiniens faisait qu'elle était acceptable pour beaucoup trop de gens. Maintenant, cette acceptation a baissé, et j'espère que d'ici peu, le travail que vous faites tous, toutes dans cette région va porter ses fruits et on va pouvoir être un tout petit peu plus zen. Il y a cette discussion qui est extrêmement intéressante entre différents mouvements de société civile. Vous rappelez ces slogans de Black Lives Matter, pas de paix sans justice. Donc il y avait un appel à la justice avant la paix.
dans ces mouvements américains. En Israël, le mouvement Standing Together, dont je suis très Ouais, proche, c'est un voilà, mouvement Daoud. Ouais, qui dit on a besoin d'abord de la paix pour faire ensemble la justice. Et eux, ils croient qu'effectivement, cette justice peut être faite ensemble dans une situation effectivement d'un apaisement. Et cet apaisement n'est possible que grâce à un travail aussi que Eva appelle à faire, hein. C'est-à-dire sans cette reconnaissance mutuelle de la situation de trauma partagée, pas partagée parce que c'est pas la même trauma, mais d'une blessure qui, elle est partagée. Sans la reconnaissance de cela, la discussion ne va pas être possible. À propos des blessures qui vont rester avec nous pendant des années encore, la blessure des femmes et des citoyens et citoyennes iraniennes. Comment voyez-vous cette situation pour clôturer ces webinaires? Comment voyez-vous le rôle soit des femmes, soit de la société civile en général en Iran? Et quels sont vos espoirs par rapport à cela? Et dites-moi comment vous voyez tout cela. Et là, peut-être Yann, si tu voudrais bien... hmm. et pour nous, euh, pour nous, le mouvement était fondu pour que nous ne voulons pas de guerre. Parce que nous croyons que les guerres seulement apportent destruction, violence et des morts. C'est ce que nous pensons comme un mouvement. Mais je ne veux pas entrer dans ces choses-là, mais je veux vous dire qu'est-ce que cette guerre nous fait ici. Tous les civils sont dans les attaques, nous sommes des tirs de missiles, nous sommes dans les abris. Des civils ici, même en Cisjordanie aussi, ils ne sont pas un part de la guerre. Mais là-bas, c'est la même chose. C'est-à-dire, nous sommes contre. Aujourd'hui, nous avons parlé sur ce sujet-là. Nous avons dit que cette guerre doit cesser. Et on doit se rencontrer, on doit parler, on doit s'asseoir à la table de négociation parce qu'on ne peut pas continuer une guerre après une guerre. Le Moyen-Orient est sanglant maintenant et c'est le moment d'asseoir et de parler. Si on aura une solution qui donnera la vie au Moyen-Orient, je crois que tout le monde doit s'asseoir, il doit avoir des négociations, on doit donner la vie à notre Orient parce que on peut pas continuer comme ça. On dit en anglais, we are fed up. Merci, merci pour On ça. peut plus. Hmm. Je peux pas voir, je peux pas voir le fils de mon ami juif mort et je peux pas voir le fils de mon ami palestinien. Je peux pas, on peut plus. C'est-à-dire, notre cœur est brisé. C'est pour ça, moi, personnellement, je suis contre la guerre. Je prie que la guerre se finisse et je prie que tous les dirigeants du Moyen-Orient qu'ils s'assoient et qu'il y aura une solution parce qu'on ne peut plus. C'est-à-dire, Merci. on a enfin, on a, Merci pour cette prise de position. Marilyn, toi, tu as déjà dit que cette guerre te paraissait plutôt justifiée, mais quels espoirs tu as pour la société civile iranienne? Donc, tu penses qu'elle va se révolter, qu'elle va prendre les pouvoirs? Déjà, je pense que les femmes, à propos des femmes, c'est elles qui ont commencé de manière extrêmement courageuse en Iran tout ce mouvement de manifestation qui a pris énormément d'ampleur ces derniers mois et qui a poussé aussi le président Trump à prendre la décision qu'il fallait attaquer plus de face les mollahs et donc qu'il faut passer pour le moment un passage par la guerre pour pouvoir arriver à se débarrasser de ce régime despote et de pouvoir arriver à une situation qui est une situation où les Iraniens choisiront leur propre pouvoir et on l'espère évidemment pas de passer de despote à despote, je veux dire, ou de despote déguisé à despote autre. Ça, c'est la première chose. Donc, je suis assez
optimiste, mais évidemment, il faut être aussi réaliste par rapport à la situation. Je voudrais juste dire une chose par rapport à la guerre, parce que il y a des gens, quand ils entendent le mot Woman Watch Peace, femme de paix, et puis d'un coup, ils disent, ah oui, je suis pour la guerre. Non, je suis pour la guerre seulement quand elle est nécessaire. Et en fait, je pense deux choses. Un, il faut toujours viser des accords politiques et des alternatives politiques, toujours. Ça, c'est la première chose, avant toute guerre. Et après toute guerre, quand il y a eu des victoires, il faut les transformer en accords politiques, parce que sinon, on va aller de guerre en guerre. Et d'ailleurs, Women Watch Peace a fait avancer une loi à la Knesset qui s'appelle la loi des alternatives. Elle a été soutenue par des ministres et des députés de droite que je connais personnellement et donc qui ont soutenu cette loi. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, avant de rentrer en guerre, il faut vérifier d'abord toutes les alternatives. Évidemment, je suis archi pour ça et je suis archi pour aujourd'hui que autant en Iran, je l'espère, mais aussi en Israël, on transforme nos victoires en alternatives politiques. Mais il faut le faire aussi quand il y aura le terrorisme ou le despotisme ou la dictature Marilyn, qui tombera. excuse-moi, je La me permets loi n'a d'intervenir. Il est la loi n'a pas 19h15. passé jusqu'à maintenant. Excusez-moi, il est 19h15 et on a un engagement par rapport aux gens qui se sont inscrits au webinaire et qui veulent poser des questions. Donc, on n'a Si pas je permets. entendu Eva sur l'Iran. Si Eva veut intervenir rapidement, et puis après, on passe la parole à Anne-Mère, et je pense qu'on va être obligé de prolonger de 10 minutes le webinaire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Voilà. Et il faut que les gens qui ont posé des questions ne soient aient satisfaction, c'est normal, hein. Ah, Merci Michel. Et je vais être brève. Est-ce que, en posant des questions, est-ce qu'après la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, la guerre en Syrie, est-ce qu'on a vu plus de libération des femmes? Non, non. On change le despote soi-disant et on met un puppet à sa place. Donc pour moi, ce qui se passe pour la société civile iranienne et la société civile d'Afghanistan, la société civile irakienne, syrienne, palestinienne, israélienne, ces personnes qui veulent vraiment la paix et qui s'engagent dans une relation qui fait un travail concret sur le terrain et pas de paraboles et à croire les histoires qu'ils nous racontent pour qu'on se déteste et qu'on justifie la guerre. Pour moi, la guerre, elle n'est jamais justifiée, la violence, elle n'est jamais justifiée. Il n'y a aucune excuse pour justifier une guerre et justifier la violence. Pour moi, ce que la société civile iranienne vit actuellement, j'espère de tout cœur que ça va s'arrêter. Pas seulement pour elle, mais pour nous tous. Parce que c'est un mouvement de l'humanité entière et non pas seulement de certains parties de cette civilisation. C'est vraiment un paradigme de notre civilisation actuelle qui passe à une autre conscience. Donc, vous pouvez appeler ça spirituel, philosophique, non pragmatique, mais comme dit Ayam, we are fed up. Je pense, peu importe où on est dans le monde actuellement, on a assez vu et on ne peut plus s'aveugler à se raconter des histoires que ce qui se passe actuellement, peu importe où, est justifié. Ça l'est pas. Voilà, je termine là et aux questions. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous de Tel Aviv. Alors, grâce aux Iraniens, je n'ai pas eu d'alerte pour l'instant et j'espère que nous n'en aurons pas d'ici la fin de ces questions. Je vais commencer par une question. Vous avez eu beaucoup de réactions les unes et les autres, passionnées. On parle d'émotions. Patricia Hassoun, vous interpellez Eva. Donc, Eva, cette question, elle est pour toi. Mais évidemment, si d'autres veulent en parler, vous êtes les bienvenus. Vous êtes passionnante, vous êtes émouvante, mais ne pensez-vous pas qu'il faille commencer par l'éducation? Transmettre la haine de l'autre dès la petite enfance, n'est-ce pas déjà un début de traitement contre les traumas transmis de génération en génération? Alors, je ne sais pas si Patricia voulait dire transmettre la haine de l'autre ou la connaissance de l'autre en tant que début de traitement contre les traumas, Euh, mais tu auras compris au moins oui, je la comprends le question. sens. Merci pour la question. Et je pense, oui, absolument. La base est l'éducation. Moi, j'ai été éduquée dans le système français en Israël. J'ai été éduquée au déni du palestinien, au déni de l'identité palestinienne. Donc, on parle beaucoup des récits et de l'éducation à la haine des Palestiniens envers les Israéliens. On parle un peu moins de l'éducation à la haine
et au rejet de l'autre du côté israélien. Je pense que partout dans le monde, l'éducation est fondamentale, l'éducation humaine. Et c'est pour cela que je parle de la paix et que l'activation de la paix passe par une compétence, la compétence d'écouter, la compétence de communiquer, la compétence de rester présent, la compétence de réguler le système nerveux. Donc l'éducation est fondamentale au fait au travail qu'on est en train de faire tous. Et cette compétence part par voir l'autre comme pas comme en tant qu'autre, mais en tant qu'une partie de moi-même. Merci. Toujours dans l'éducation, mais supérieure cette fois-ci, Jacqueline London, qui a été invitée comme professeure à enseigner à l'Université de Jérusalem, avait rencontré à l'époque beaucoup de femmes arabes, israéliennes et palestiniennes dans ce système académique et elle demande s'il y a une action spécifique de ces femmes diplômées ces dernières années pour créer quelque chose de nouveau. Est-ce que vous connaissez une initiative de terrain, Ayam, Marilyn ou Eva, de la part de femmes diplômées? Des femmes arabes. De femmes arabes palestiniennes. Je mentionne à ce titre que nous avons pour la première fois un recteur femme pour l'université de Haïfa, qui est d'ailleurs francophone. C'est la première fois qu'une femme arabe accède à ces fonctions. Et d'ailleurs, c'est très rare d'avoir des femmes tout court recteurs d'université. Je rappelle que pour être recteur, il faut être élu par ses pairs. Est-ce que tu parles de professeur Mouna Maroun? Elle n'est pas, Absolument, mais elle n'est pas absolument. francophone, elle est ma cousine. Mais elle parle français. Elle est ma cousine. Oui, mais je lui ai parlé français, donc elle parle français, elle est francophone dans ce sens-là. Français, moi, je ne savais pas ça. Je suis heureuse qu'elle parle français parce que nous parlons Je ne l'arabe. savais pas que c'était votre cousine, mais vous avez un peu le même accent. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur... il y a beaucoup de femmes. Oui, maintenant, je vais vous dire que la société arabe en Israël est une société qui est académique. Nous avons beaucoup des docteurs dans les hôpitaux, nous avons des professeurs à l'académie, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont pris une position, et aussi des femmes. Nous avons, comme Mona est professeure, mais nous avons beaucoup de femmes dans les universités, ils enseignent là-bas. Nous avons des femmes, maintenant beaucoup de femmes qui sont... c'est-à-dire qui sont dirigeantes où elles vivent. Et nous avons passé une très bonne période et nous sommes heureux euh, nous sommes fiers de ce que se passe entre nos femmes ici, palestiniennes, israéliennes. Euh, Nous avons une auditrice, Prisca de Ponsin, j'espère que je n'écorne pas le nom, qui mentionne des recherches qui ont été faites par Johanna Massir. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le travail d'éco-psychologie initié par Johanna Massy. Et elle demande dans ce contexte-là si les femmes sont à même de dénouer, de déconstruire les discours de haine et comment nous pourrions, nous, femmes, agir pour renouer. Donc là, Marilyn, on est dans l'action, tu vas t'y retrouver, pour renouer les négociations vers une solution à deux États et également, tant qu'on y est, pour stopper la guerre actuelle avec le Liban. Moi, Question vaste. je peux répondre, je crois à l'action. Tu as bien fait de le préciser, Anne. Il y a beaucoup de mouvements de paix en Israël. D'abord, il faut comprendre qu'en Israël, on est passé de 100 mouvements de paix à l'époque, en 2014, à 150 mouvements de paix depuis. Et puis, de toute façon, il n'y a pas la paix encore, loin de là. Et je pense que Anna a rappelé une des choses qui est essentielle pour les Israéliens, c'est le 7 octobre. On est après le 7 octobre et il y a beaucoup de choses qui changent nos perspectives, qu'on soit de droite, de centre et de gauche en Israël après le 7 octobre. Mais si je me place avant le 7 octobre, je dirais que à Women Watch Peace, on est avant tout un mouvement de terrain. Et d'ailleurs, au début, quand on a fait les premières réunions, toutes les femmes voulaient être dans la commission stratégie. Ouais, moi je veux faire partie de la stratégie, je veux réfléchir tout ça et tout. Et donc j'ai failli conclure la réunion en disant, bon ben ok, on part. Et puis après j'étais avec mon sac, je suis revenue, j'ai dit tout le monde se rassoit.
tout le monde se rassoit, et donc tout le monde s'est rassis, et je leur ai dit, c'est pas possible que les 20 femmes qui sont autour de cette table, elles vont toutes être en stratégie. Qui c'est qui va être sur le terrain? Il y en avait une qui avait été d'accord, et moi évidemment, d'être sur le terrain. Et donc je leur ai dit, on ne bouge pas d'ici jusqu'à qu'il y ait 2 femmes sur 20 en stratégie et tout le reste sur le terrain. Si on ne met pas en place ce qu'on veut faire, et Nashim Osot Shalom, c'est un mouvement qui a inspiré le monde entier. Vraiment le monde entier, y compris le mouvement qu'on entend en France, les guerrières de la paix. Les guerrières de la paix, c'est un Mhm. film sur Nashim Osot Shalom, Alors sur notre justement, tu mouvement. fais très bien de le dire, Marilyn, parce Sur que notre peu de mouvement, gens, ce n'est pas notre mouvement, absolument, c'est peu de gens sur s'en notre mouvement. souviennent. Tu fais Voilà, bien de le que les gens rappeler. s'en souviennent. Oui. Et donc, Et, si tu permets, je voudrais vas-y, enchaîner sur une autre vas-y. question parce qu'on en a encore beaucoup. Odile Valette demande à chacune d'entre vous si vos organisations travaillent en lien avec d'autres organisations, soit sur place, soit de l'autre côté de la barrière, soit voir encore plus loin, et si oui, lesquelles? Alors peut-être Ayam, Eva, Mhm. puis Mhm. Marilyn. Quelque chose a passé cette année-là. Et nous sommes 60 coalitions qui travaillent ensemble parce qu'il y a une femme amazing woman. Elle a fait, Remarquable. oui, elle a fait une coalition Higi Hazman, qui veut dire Mhm. le temps est Il venu est temps. pour que toutes les coalitions soient ensemble. L'année dernière, nous avons fait un événement, un très grand événement à Tel Aviv. Il y avait plus que 6000 personnes dans un stadium très, très grand. Et c'était la première fois qu'il y a un événement comme ça et quand les 60 coalitions de paix, ensemble, on a fait ces choses-là. Maintenant, en avril, à la fin de l'avril, nous avons une autre, si la guerre finira, nous, avons, nous, il y aura un autre événement, un grand événement. Aussi, il y aura plus de 10 000 personnes parce que tout le temps maintenant, et ce mot-là, le temps est venu. Tout le monde veut que le temps est venu, que la guerre cesse, qu'il y aura une solution avec les Palestiniens parce que nous verrons, toutes les guerres sont parce qu'il n'y a pas une solution entre les Palestiniens et les Israéliens. Alors maintenant, les gens ont perçu que on doit faire tout pour qu'il y ait une solution. Et je veux dire à Eva, peut-être nous sommes un peu naïfs, mais quand nous disons nous voulons un accord qui est, c'est-à-dire qui est conçu par les deux dirigeants, parce que nous voulons une solution qui est permanente, qui continue. Parce que jusqu'à maintenant, si un dirigeant fait seulement la paix, l'autre n'est pas avec lui, il n'y aura pas une paix durable. Alors, tout ce que nous faisons maintenant pour que nous voulons que les dirigeants reviennent à la table de négociation pour avoir une solution pour, pour ce qui passe, pour la situation sanglante que nous passons tout le temps. Ayab, il y a une question qui est adressée spécifiquement à vous pour comprendre votre perspective justement. Où vivez-vous? Moi, je vis à Haïfa. J'ai dit la perle de la Méditerranée. Vous étiez à Haïfa. Je crois que Haïfa est la plus belle ville en Israël. Je ne sais pas pourquoi, oui. Parce qu'il y a la montagne, il y a la mer, c'est la coexistence, c'est-à-dire Haïfa, vous ne savez pas à Haïfa qui est juif et qui est arabe. Nous sommes nous sommes des gens les mêmes, c'est-à-dire Haïfa, elle a la lumière. Moi, je dis, elle est la lumière de l'État. Nous voulons que tout l'État ait cette lumière qui vient de Haïfa. Nous avions une délégation de Shalom Salam qui était présente à Givat Raviva pour l'assemblée annuelle et on nous a présenté des statistiques qui avaient été commandées par Givat Raviva, donc un village éducatif de coexistence très important vers le nord d'Israël. Et justement, nous avons une question de Martine Cohen, donc pour Marilyn, mais également Michel, puisque toi, tu dois te souvenir de ces statistiques qui nous ont été présentées. Marilyn, penses-tu que les Palestiniens qui veulent sincèrement la paix sont une majorité? Mais je pense qu'il faut adresser cette question à d'autres aussi. Et pour les Israéliens, pour faire la paix, que peut
ou que doit devenir le territoire de Cisjordanie ou qu'on peut appeler Judée-Samarie? D'abord, au niveau des travaux de recherche, il y a évidemment une différence entre ce qu'on avait vu dans les travaux de recherche avant le 7 octobre et depuis le 7 octobre. Parce qu'avant le 7 octobre, on se basait à Women Watch Peace en disant qu'il y avait 50-60%, donc une majorité de Palestiniens qui veulent des accords politiques, qui sont des modérés, qui sont contre le terrorisme et qui veulent des accords politique avec Israël parce que tout simplement ils veulent vivre dans la tranquillité. Il faut comprendre aussi que les Israéliens sont obsédés à juste titre par la sécurité et les Palestiniens sont obsédés probablement aussi à juste titre par la liberté de passage. D'accord? Donc il faut comprendre quand on parle tous les deux, des deux côtés de points de vue aussi différents. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes désirs. Et ça, c'était avant le 7 octobre. Maintenant, il faut comprendre aussi que depuis le 7 octobre, on s'est pris une sacrée claque, pour le moins qu'on puisse dire. On a vécu le plus grand massacre de l'histoire d'Israël, le plus grand massacre pour les Juifs depuis la Shoah, barbarisme total, un génocide aussi contre les femmes. Et donc quand on a lu les premiers travaux de recherche qui sont sortis de mon université, de l'université de Tel Aviv et d'autres universités, que 70 à 80% des Palestiniens, autant dans les territoires sous l'autorité palestinienne qu'à Gaza, étaient pour le Hamas, que le Hamas avait fait en pensant que c'était le mouvement de libération pour la Palestine. Évidemment, même les gens très tolérants et très ouverts comme moi ont fait un pas en arrière, un pas sceptique. Alors j'ai gardé mes amies israéliennes dont certaines se disent palestiniennes, arabes, israéliennes, palestiniennes. J'ai gardé mes amis aussi qui sont sous les territoires de l'autorité palestinienne. J'ai encore confiance en elles, mais il faut dire aussi que quand on lit de tels rapports, et je suis d'accord avec, je crois que c'est Anna qui l'a dit, c'est toi qui l'as dit, Anna, que peut-être que depuis, il faudrait refaire maintenant des sondages et peut-être que ça s'est redéplacé. Mais en tout cas, c'était terrible. Ce n'est pas le cas des Arabes israéliens, à part ça. Les Arabes israéliens, on se sont sentis, c'est le contraire chez eux. Ils se sont sentis encore plus israéliens après le 7 octobre. Ils étaient révoltés par le barbarisme et le terrorisme du Hamas. Mais du côté des territoires palestiniens, je pense que c'est un vrai problème. Michel, est-ce que tu veux Si je peux, compléter, oui. peut-être? Pardon. Sur les Anne, si je statistiques? peux, Non. OK. si je peux combiner les deux questions ensemble, parce qu'on a demandé par rapport à la collaboration et un sondage d'opinion. Peace Activation travaille en collaboration avec plusieurs organisations, dont l'Alliance Alliance for Middle East Peace, et ALMEP, et One Million Truth, qui est une organisation américaine qui recherche justement et recherche action par rapport à ce que les gens pensent vraiment. Et elle avait entre janvier 2024 et septembre 2024, on a collecté des récits des Palestiniens et des Israéliens, des Palestiniens aussi des Gaza, des Israéliens un peu partout. Et les récits ont été divisés en trois parties. Un groupement qui était contre ce qui s'est passé, qui était pour la paix, un groupement qui était fort traumatisé et qui était fort perdu, et un groupement qui était normal, qui voulait juste retourner à la normale. Et ce qu'il définissait comme normal, c'était un arrêt au bombardement et à la tuerie, à la sauvagerie, de deux côtés. Le génocide, il ne s'est pas passé du côté israélien. Le génocide, il s'est passé aussi du côté à Gaza. On l'a streamline, on l'a regardé dans les yeux et on a continué à le justifier. Il faut regarder les choses en face. Malgré cela, ces gens-là, à Gaza et dans le territoire occupé et en Israël, ils ont choisi à dire leurs histoires
personnelles, dont un Israélien du Nord qui disait, moi, ce qui me manque, c'est les olives que j'ai collectées avec mon ami palestinien de l'autre côté. Ce qui me manque dans ça, c'est célébrer l'anniversaire avec mes amis du côté israélien. Donc, la relation humaine est liée, mais c'est pas la relation humaine qui est un problème, ce sont les structures d'oppression. Et donc, si on continue à renforcer la relation humaine sans changer les structures d'oppression, on ne peut pas arriver à justifier continuellement ce qui se passe actuellement. Il faut vraiment arriver à travailler ensemble parce qu'on est capable, et c'est pas une question, encore une fois, c'est pas une question d'identité et de religion ou de genre, c'est une question humaine où on peut s'allier ensemble pour créer un État qui est égalitaire à tous ses citoyens, dont un groupement avec lequel je travaille qui est We Are One, une organisation israélienne qui est aussi un parti politique qui va se présenter aux élections et qui propose dans son programme d'avoir l'État d'Israël comme un État pour tous ses citoyens où il y a égalité des devoirs, égalité des droits et égalité des responsabilités. Et je pense que c'est très important qu'on puisse regarder ça comme une option et non pas continuer avec le même discours qui ne nous a amenés nulle part. Merci pour cela. Et je pourrais mettre en relation les liens par rapport à ces prêches. Merci infiniment pour cela. Anne, est-ce que de ton côté, c'est tout? Et j'ai malheureusement encore beaucoup d'observations et quelques questions. J'en garderai peut-être une qui relance, sauf si vous me dites que ce n'est pas le moment, le débat sur la question des femmes iraniennes. Et il y a deux questions qui nous rappellent ce qu'elles sont en train de vivre, en particulier maintenant. Colette Lineman pose une question sur les associations de femmes iraniennes. Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'est instauré avec elles? Est-ce qu'on écoute leurs propositions? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi bien du côté palestinien que du côté israélien? Où en êtes-vous de ce dialogue? Moi, je peux répondre très brièvement là. Je voudrais juste dire que Women Watch Peace, avant la question précédente, collabore avec énormément d'associations israéliennes et palestiniennes. Je veux saluer le mouvement des femmes palestiniens qui s'est créé il y a très peu Collègue. d'années en inspiration à Women Watch Peace, ça s'appelle les Femmes du Soleil. Et vraiment, je conseille de regarder ce qu'elles font. Elles prennent 100% de leurs responsabilités. Elles ne se victimisent pas et je salue vraiment, je les salue pour leur courage parce que c'est très juste ce qui a été dit avant. Il n'y a pas de, on ne peut pas comparer la position d'une femme israélienne et même d'une femme israélienne arabe à une femme palestinienne sous les territoires de l'autorité palestinienne et encore moins d'une femme à Gaza. Donc on n'est pas du tout dans l'amalgame, on n'est pas sur le même niveau, mais on a parlé de responsabilité de tous les côtés. Donc bravo à ce mouvement palestinien. Ça, c'est important de le dire. On collabore avec des mouvements du monde entier, ok? Mais par contre, notre mouvement n'est qu'un mouvement israélien. On n'est pas un mouvement palestinien. Il y a le mouvement palestinien, il y a le mouvement israélien. Ça, c'est pour la première chose. Maintenant, Colette, chère Colette, par rapport aux Iraniennes, d'abord, il faut comprendre que généralement, c'est pas lié à Women Watch Peace. Les, les Israéliennes et les Israéliens en général se sentent très proches du peuple iranien et évidemment des femmes iraniennes. Et je ne sais pas si tu l'as vu, il y a 2 semaines, j'étais à une manifestation qui a été organisée par des femmes qui s'appelle Eshet Rai. Donc, juives, des femmes juives qui se sont retrouvées sur la place Abima et qui ont fait une manifestation de soutien aux femmes iraniennes et au peuple iranien en général qui lutte contre les mollahs. Et Michel Taubman est un des meilleurs exemples d'avant-garde de ce qu'il y a à faire, puisque lui-même, il a organisé un webinaire avec des femmes iraniennes. Et je voulais dire qu'aujourd'hui, en parlant d'espoir et de paix, je pense que notre webinaire est un très bon exemple pour ça. Et voilà, et je pense qu'il faut terminer, en fait, quoi, pour moi, vraiment l'espoir au féminin, l'espoir des femmes, l'espoir comme vous voulez. Je suis très optimiste par rapport à la suite. Marine, je veux te dire qu'il y a 5000 femmes qui ont signé
qui sont avec Rim et ils font tout pour voir les femmes palestiniennes. Magnifique. Est-ce que du côté d'Eva, Peace Activation, est-ce que tu as eu affaire avec des femmes iraniennes dans la diaspora, notamment? Merci Anne. Pas vraiment, pas encore. On est en collaboration avec différentes organisations en Afrique, plus en Afrique qu'en Iran, mais on cherche à établir justement, on est en contact avec une Iranienne qui était de passage ici. On essaie de voir de quelle manière on peut les soutenir. Merci. Merci beaucoup. Je rends l'antenne et je m'excuse auprès de tous ceux que je n'ai pas pu citer ce soir. Attends, Anne, non, on peut prendre encore 5 minutes s'il y a des questions encore, non? Anne? Alors, Oui. si tu m'en donnes encore. Oui, parce que pour les gens qui ont suivi le webinaire, qu'on puisse poser leur... Alors, il y a une question de notre amie Catherine Saïd. Étant donné qu'il y a 160 associations pour la paix, certaines réunies dans le collectif Olmep et d'autres dans d'autres Mhm. collectifs, il semblerait qu'il y ait une barrière qui ne se franchit pas pour faire basculer plus d'adeptes de la paix dans les différents segments de la population. Il semblerait que le côté psychologique est essentiel et très peu présent sur le terrain en réalité et parmi les associations pour la paix. Je suis donc très intéressée à être en contact avec Eva et à en savoir plus sur ton organisation et comment tu agis dans ce sens. Tu es, toi, Catherine, très mobilisée sur le terrain à ta façon. Et donc, voilà une introduction entre deux femmes de qualité qui peuvent poursuivre le dialogue. Ce n'est pas vraiment une question, mais je me suis permis de le Mais lire. ouais. Je vais juste préciser qu'en fait, je travaille avec Olmep. Justement, on a fait 2 jours de formation de formateurs sur les traumas informés dans la construction de la paix. Donc, on a commencé déjà en 2024 à faire des formations pour les organisations au sein de Olmep pour justement prendre en compte cet aspect-là. Alors, l'homme qui s'est tenu à l'écart jusqu'à présent, qui s'est tenu en retrait, qui n'a rien dit, va reprendre le pouvoir, va vous dire qu'il faut conclure. Alors, Anna, tu as quelques mots à dire en termes de conclusion? Donc c'est absolument fascinant de voir que des perspectives vraiment très différentes malgré des tensions hein, et malgré les points de départ différents, tout cela nous amène sur un point qui est de toute évidence partagé, c'est-à-dire nous voulons tous une perspective qui n'est pas qui ne renforce pas les lignes de division et Mm. donc cette approche par le féminin ne vise pas effectivement à créer un camp de méchants hommes et des femmes qui sont gentils. Donc ça, c'est vraiment la grande leçon Mhm. qui émerge à partir de tout ce que vous avez dit. Et l'espoir que vous avez toutes et des outils concrets que vous proposez toutes, Mhm. c'est quelque chose qui devrait juste être écouté et réitéré partout où nous allons. Donc vraiment merci pour cet échange. Et de nouveau, je vous rejoins sur l'optimisme parce que je viens d'un pays où la société civile a renversé le régime et donc Mhm. a changé le paradigme. Vous êtes en train de changer le paradigme, il peut être modifié et nous devons être effectivement dans cette écoute dans laquelle nous étions ce soir pour pouvoir avancer sur ce terrain. Donc merci beaucoup. Mais Michel, est-ce que toi, tu as appris quelque chose? Ben oui, je vous ai trouvé formidable. Maintenant, je vous ai trouvé assez impressionné par vous toutes, vraiment impressionné. Bon, j'en dirai pas plus, hein, mais je pense que c'est vraiment un débat qui doit continuer. J'ai appris énormément. Ce qui est extraordinaire, c'est d'arriver à vous faire débattre entre vous alors que vous êtes différentes, vous êtes vraiment différentes, des affirmations de points de vue différents et pas de concession, c'est-à-dire un ton qui est courtois, amical, j'allais dire fraternel, voilà, fraternel, voilà, entre femmes. Mais sur le fond, quelqu'un comme Marilyn ne lâche rien, Eva ne lâche rien, et Liam non plus, et c'est très bien, hein. Donc, moi, je pense que là, on tient vraiment quelque chose qu'il faut poursuivre, qu'il faut continuer. Alors, pour les personnes qui ont suivi le webinaire, une centaine de personnes se sont inscrites. On est resté très longtemps à 72 personnes, parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent et qui ne peuvent pas assister, mais à qui on envoie le replay, voilà. Et là, maintenant, ça baisse. Là, on est à 56, donc il va falloir arrêter. Mais il y a eu quand même une attention continue, maintenue, stable,
pendant 1h20. Donc ça, c'est un symptôme très, très positif. Ensuite, on va publier un newsletter dans laquelle il y aura le replay du webinaire et la transcription d'extraits de vos débats. Et puis, on a parlé de sondages, de Viva Traviva, etc. On les mettra, je pense, avec Mathieu dans la newsletter. Et dernière chose, pour les gens qui sont un peu frustrés parce qu'ils ont voulu poser des questions qui n'ont pas été transmises ou qui veulent en poser d'autres, écrivez à Shalom Salam et on transmettra les questions à nos participantes, Eva, Anna, Marilyn, Myriam. On leur transmettra les questions et vous pourrez débattre directement avec elles, hein. Mais en tout cas, je crois vraiment que là, on est au début de quelque chose d'extrêmement important. Dernière chose, j'ai commencé par un hommage personnel à ma belle-fille. Je vais finir par un hommage aussi à une autre femme dont j'ai vu qu'elle suivait ce webinaire et j'étais très content. J'ai vu qu'elle s'était inscrite. Alors, peut-être que vous ne la connaissez pas. Elle est très connue en Allemagne. C'est une journaliste allemande qui s'appelle Sabine Rollberg. Elle a dirigé les chaînes allemandes et elle était, il y a quelques années, la directrice de la formation quand j'étais journaliste à Arte. Et je voudrais dire une chose, Sabine, puisque tu dois m'entendre, j'ai eu dans ma vie, dans ma longue vie de journaliste, 35 années, je crois, à la télévision, j'ai eu pas mal de rédacteurs en chef, de directeurs. Je n'ai eu qu'une directrice, mais tu le sais très bien, c'est que c'est vraiment avec toi que c'est le meilleur chef que j'ai jamais eu. C'était une chef, voilà. Et j'étais vraiment très content de travailler avec toi. Et je voulais le dire en termes de conclusion. Voilà, en termes de conclusion. Merci à toutes et à tous. Merci à Mathieu Taubman, qui est encore plus discret que moi, mais qui était à la réalisation de ce webinaire. Merci à Anna qui l'a animé. Merci aux 3 autres participants. Merci à Anne-Bert. Et merci à vous toutes et tous qui avez suivi ce webinaire, malgré des conditions extrêmement difficiles pour les gens qui vivent en Israël et dans les territoires palestiniens. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Salam. Ma salama. Salam.